Balance, man. Si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence, man. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Trace la glace, c'est le Bob Man. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs du Ciné Sporting Club et bienvenue dans ce 5e épisode. Bonjour Romain. Et bonjour Fabien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, dans cet épisode, vous verrez qu'il n'y a pas toujours besoin de scénaristes pour que naisse une belle histoire. La réalité dépasse la fiction, car la fiction doit contenir la vraisemblance, mais non pas de la réalité. Cette phrase célèbre de Mark Twain ne peut pas mieux lancer cet épisode. À travers nos précédents épisodes sur le scénario et les biopics, que vous avez sûrement écoutés, nous avons abordé en partie le réalisme des faits. Mais une fiction sur le sport doit toujours jongler entre action, au sens large, et crédibilité. Combien de fois vous vous êtes dit « Ah, c'est trop gros, on n'y croit pas », au sujet d'une fiction, sportive ou non. Donc aujourd'hui, on va prendre le problème à l'envers. Quel scénario fou le sport nous a-t-il offert ? Où l'on a pu entendre les commentateurs s'écrier « Oh, mais on l'aurait écrit qu'on l'aurait pas cru ». Ah, je suis déçu, j'attendais une imitation de Sacomano. Ouais, alors j'ai reçu beaucoup de messages, il faut plus que je fasse d'imitation. Donc c'est pourquoi cet épisode s'appelle « Le cinéma n'aurait même pas osé ». T'es au courant que le saut à ski, ça se commence à 5 ou 6 ans? Les Norvégiens me l'ont déjà dit. Ah ouais, ils t'ont dit que t'étais ridicule dans cette tenue aussi? Moi, au moins, j'ai un anorak. Donc on a vu que le sport offrait des histoires très cinématographiques, entre guillemets. De nombreux événements ou personnages ont en effet déjà été adaptés au cinéma, car leur histoire sortait de l'ordinaire et offrait les bons ingrédients pour faire un film. Les histoires belles et ou folles du sport ont donné naissance à de nombreux films, bons ou moins bons d'ailleurs. Ouais. Nous en avions déjà cité quelques-uns dans les épisodes précédents. On a parlé de la méthode Williams, de Battle of the Sexes. Ouais, Invictus aussi. Oui, voilà, ouais. T'avais parlé de Foxcatcher, la recommandation Eddie the Eagle aussi. Bon, Star Rocket, on en a parlé plusieurs fois. Ou encore The Programme, la recommandation que tu nous avais fait au deuxième. Ouais, c'est vrai. Mais on pourrait également en citer d'autres. Alors il y avait 7 Days in Hell en 2015. Qui parodie, alors encore plus à l'extrême, le match marathon entre Mahut et Isner à Wimbledon en 2010. Qui était assez ouf déjà, quoi. Qui avait duré 11h05. Oui, voilà, c'était déjà une parodie et qu'ils en ont refait une parodie encore plus longue. Voilà, c'est très drôle, en tout cas, avec, très, très bon film. Avec Andy Samberg et Kit Harington, Jon Snow, quoi. Très bon les deux là-dedans. Ouais. Il y avait aussi Les Nageuses de Sally El Hosseini de 2022. Alors ce film, il reprend l'histoire incroyable de deux sœurs pratiquant la natation qui ont fui la guerre en Syrie pour aller en Grèce. Et leur traversée, elle a été périlleuse parce que leur embarcation coulait et elles ont été obligées de faire une bonne partie du trajet à la nage pour alléger le canot. Parce que c'était les seuls à savoir nager. Sur le canot. Voilà, et après ça, l'une d'elles a même pu participer au JO de Rio dans la délégation des réfugiés. C'est une belle histoire et on vous conseille de le regarder. À quelles autres occasions la réalité a été proche de dépasser la fiction ? On va maintenant vous présenter de manière absolument pas exhaustive, bon ça vous commencez à avoir l'habitude, quelques événements que l'on croirait tout droit sortis d'un film, par leur singularité et leur aspect notamment incroyable. Messieurs, dames les scénaristes, c'est pour vous et c'est déjà écrit. C'est cadeau. Alors Fabien, du coup, quelle histoire incroyable le cinéma n'aurait même pas osé? Alors moi je vais en prendre un assez récent, c'est la demi-finale Brésil-Allemagne de 2014. Ouf. Oui, voilà, désolé les Brésiliens déjà. Donc Coupe du Monde qui se passe au Brésil et qui déjà tout le long est compliqué. Voilà. Alors dès le début on parle cinéma parce qu'on a Neymar qui simule comme jamais. Bon, ça c'est très bon acteur. Voilà, mais là il était vraiment au summum de sa carrière. Thiago Silva pour tout ce qui est drama, voilà, qui est en larmes dès les pénaltys pendant les 8e seulement. Et puis surtout voilà en quart ce que tout le monde redoute. Neymar qui est au sol, mais cette fois pas dans son meilleur rôle puisqu'il s'est vraiment fait mal. Voilà, ça arrive des fois. Voilà, sur le moment, c'est vraiment comme Molière. Tout le monde pense qu'à une nouvelle prestation scénique, mais bon cette fois c'était le dos, c'est ça? Le rideau, il prend un coup dans le dos et cette fois il se relève pas.
Et puis, après ça, une demi-finale face aux Allemands. Qui s'avérait prometteuse, en plus, parce que Brésil-Allemagne... Ouais, c'était une petite finale, comme on dit. Quoi, Voilà, petite finale avant l'heure qui se profile, mais bon, l'Allemagne, c'est toujours un petit peu effrayant. Et puis, ils avaient pas tort, les Brésiliens, puisque ça commence avec 5-0 à la mi-temps, quand même. Bim. Voilà, direct. Donc déjà, des gens en pleurs, et puis surtout, à ce moment-là, nous, on regrette l'absence de caméra dans le vestiaire brésilien. Oh, ça a dû être fait, on l'a dit, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dû filmer, quoi. Ouais, ils ont jamais osé le sortir, je pense. Ils ont jeté le téléphone. Donc malgré tout, ils reviennent sur la pelouse, ce qui est déjà une preuve de courage, j'avoue quand même. 2 pions de plus pour les Allemands, donc c'est pas fini. Et des Brésiliens qui évitent Fanny à la 90e minute seulement. Ouais. Ça, c'est un petit cadeau allemand, quoi. Mais de toute façon, ce but, le stade était déjà vide, donc il n'y a pas grand monde qui a dû le voir. Il y avait des Allemands, quoi. Et franchement, qu'on soit fan ou pas de la CLSAO, il y a un moment dans le match, on s'est tous dit, non mais c'est trop en fait, c'était plus regardable. C'est vrai que vraiment. Et puis. C'était sale. Et en même temps, côté allemand, voilà, on n'allait pas s'arrêter, quoi. C'est le sport, c'est comme ça. On dit toujours, c'est le respect de l'adversaire de continuer, donc voilà. Donc résultat, un pays qui est en deuil, franchement. Plus large défaite de l'histoire du Brésil, calvaire jusqu'au bout avec un match après qu'ils ont dû jouer pour la 3e place, et qui perdent 3-0 face aux Pays-Bas. Je sais même pas comment ils sont allés. C'est pas une 10 buts en 2 matchs, quoi. Ouais, voilà, c'est l'enfer, quoi. Et je me demande aussi, alors là, je reprends mon petit côté cinéma, c'est comment tu fais pour retranscrire une ambiance de cette équipe qui doit retourner jouer au Brésil, donc chez elle, un match pour la 3e place après une telle déconvenue. Et justement, c'est là où on avait même un peu peur à un moment pour eux, parce que quand on repense par exemple, je sais pas si tu te rappelles de l'assassinat d'Andrés Escobar, le joueur colombien, Escobar, ça s'invente pas le nom, qui avait provoqué l'élimination de son équipe nationale en 94 sur un but contre son camp, et qui avait été assassiné par la suite, quoi. Donc voilà, une histoire un peu triste et qu'on n'aurait pas pu imaginer. Et alors toi, dans un autre registre, tu as aussi une histoire célèbre et assez récente. Ouais, alors on en a parlé dans l'épisode précédent, vite fait, pendant la recommandation, où j'avais fait le parallèle avec Eddie the Eagle. C'est le nageur Eric Mosambani. Eh oui. Voilà, donc ce fameux nageur de Guinée équatoriale, donc qui a été la coqueluche des JO de Sydney en 2000. Vous vous en rappelez peut-être, c'est quand il a nagé son 100 mètres en 1 minute 52. Alors pour faire une petite comparaison, pour que vous ayez une idée, c'est que le record du monde est à 47 secondes. Donc voilà, et celui du 200 mètres est à 1 minute 42, donc 10 secondes de moins. Donc ce qui le classe bon dernier des séries quand même, à 50 secondes de l'avant-dernier. Oui, on s'y attendait à ça. Ouais. Donc il réalise son temps, donc vous vous rappelez des images, il est seul dans le bassin, voilà, au début ça va, après à la fin on sent que les derniers mètres c'est de plus en plus dur. On se rappelle les fous rires un peu aussi des commentateurs, qui étaient un peu surpris. C'était vraiment cocasse, quoi, on n'avait jamais vu ça. Et il finit sa série, en plus il était seul dans le bassin, c'est ça qui est énorme, ça a été son moment, il était seul parce que les 2 adversaires qui étaient dans sa série ont été éliminés pour un faux départ. Donc il a quand même gagné sa série, voilà. Il a gagné sa série et on se rappelle donc de toute la foule qui, voilà, c'était énorme comme moment. Lui, il a eu son petit moment de gloire, quoi, voilà. Exact. Mais alors du coup, comment il est arrivé là, quoi? Alors justement, Eric Mosambani, il avait obtenu sa participation au JO de Sydney 2000 grâce à une dérogation qui favorisait les pays en voie de développement. D'accord. Et avant les Jeux, donc Eric Langui, comme on l'a surnommé, c'est original, avait appris à nager depuis 8 mois seulement. Et il avait jamais nagé de 100 mètres, quoi. Non, il avait jamais nagé de 100 mètres d'affilée de sa vie, ni même vu une piscine de 50 mètres. Pour te dire, en fait, son entraînement, il a eu lieu dans une piscine d'hôtel de 20 mètres. Voilà. Alors, sa fédération étant très limitée financièrement, vous l'aurez compris, il n'y a aucune piscine publique en Guinée équatoriale, faut le préciser. Même son maillot et ses lunettes lui seront prêtés 1 heure avant l'épreuve par 2 autres athlètes conciliants, quoi. Voilà. Vraiment au lycée. Bien qu'il se soit entraîné pour une nouvelle participation au jeu, et qu'il soit parvenu à réaliser son 100 mètres en étant inférieur à 60 secondes, mine de rien, après, donc il a bien progressé. Bien progressé. Alors il n'a pas pu prendre part aux Jeux Olympiques d'été suivants, de 2004 à Athènes, à cause, alors là c'est encore plus bête, c'est à cause d'une erreur administrative commise par le comité olympique équato-guinéen, qui a égaré la photo de son passeport. Mais non. C'est les winners. Ils l'ont bien aidé en tout cas, un beau soutien de la Fédé. Alors du coup, il a pas non plus participé aux Jeux Olympiques d'été de 2008, bon ça je connais pas la raison, mais voilà. Mais mine de rien, après ça, il est nommé entraîneur de l'équipe de natation de la Guinée équatoriale pour les Jeux Olympiques d'été de 2012 à Londres. Quand même, voilà, donc il a fini quand même entraîneur de natation. Classe. Si j'accepte de t'entraîner, Je vous jure que vous n'aurez pas à le regretter. ne m'interromps pas. Si j'accepte de t'entraîner... Je vous promets de travailler si dur. Ah non, je sens déjà que je commets une grave erreur. Alors Fabien, maintenant c'est à ton tour de nous sortir encore une autre histoire folle du sport.
Ouais, alors je vais parler pilote de Formule 1, surprise. Lewis Hamilton, hein, qui mine de rien, il a eu son lot lui aussi de scénarios incroyables. Hein. Déjà son premier titre. Alors c'est sa deuxième saison seulement. Il a fait une première avec McLaren et une collaboration avec Fernando Alonso qui a fini en eau de boudin, on va dire, avec perte de titre pour les deux pilotes au profit de Raikkonen sur Ferrari. Et donc l'année suivante, Lewis il se retrouve en position de remporter le Graal lors du Grand Prix du Brésil. Alors attention, on va encore arriver sur le Brésil, hein. Désolé des Brésiliens, vraiment je vous en veux pas, mais voilà. Puisque lors de ce Grand Prix, son challenger pour le championnat, c'est Felipe Massa, voilà, sur Ferrari. Alors Hamilton a quand même 7 points d'avance sur le Brésilien avant la course, et il tient son destin entre ses mains. Donc dans cette configuration, Massa il doit gagner ou être second en espérant que l'Anglais ne fasse pas mieux que 5e. Alors là je vous passe le résumé tour par tour, hein, parce que la course est assez folle, mais en gros la pluie s'en mêle. Plus personne ne savait quoi faire au niveau des pneus, pneus secs, pneus humides. Mais Massa, malgré tout, il tient bon et il gagne la course, donc il remplit sa mission. Taf, hein, ouais. Voilà, il fait ce qu'il faut. Alors qu'au moment où il passe la ligne, Hamilton est seulement 6e derrière Timo Glock. Donc virtuellement champion du monde, quoi, Massa. Voilà, exactement. Donc en fait, pendant 30 secondes, la joie éclate chez Ferrari et t'imagines dans tout le Brésil. Hein. Ouais, on s'en rappelle. Ouais. Voilà. Enfin, moi, je me rappelle des images. Ouais. Voilà. Et puis soudain, malgré le climat, la clim tombe sur Sao Paulo. Glock qui est à l'agonie dans ses pneus, donc c'est le pilote qui est devant Hamilton à ce moment-là. Voilà. Il est en pneu sec sur du mouillé, donc vous imaginez que ça se passe pas bien. Et il se fait dépasser dans le dernier virage du dernier tour par Hamilton. Et du coup, Timo Glock, il perd par la même occasion son visa à vie pour le Brésil. Ouais, mais non, c'est vrai que c'était fou, quoi, parce que même il y avait une confusion totale. Personne savait vraiment si Hamilton Personne savait. Les images d'un côté, on voyait le clan Ferrari comme des fous, et puis d'un coup, on sait pas, McLaren qui éclate de joie aussi. Donc on se dit, ils ont pas compris ce qui s'est passé. Enfin voilà. C'est qu'il y a une des deux équipes qui a pas compris. Et malheureusement, c'était Ferrari, et on se rappelle des techniciens qui cassent le truc, qui cassent carrément le stand. Ils ont tout cassé, voilà. Et puis dans le genre, les anecdotes d'après-course, donc le fameux Timo Glock, il sera évacué du circuit des heures après, dans le plus grand des secrets, parce qu'il savait pas comment quitter le pays à ce moment-là. Et alors Hamilton, il sera aussi habitué à ce genre de scénario, mais alors là, contre lui, hein, et puis peut-être un petit peu moins cinématographique, avec le final d'Abu Dhabi de 2021 contre Verstappen. Et alors du coup, dernière anecdote que tu as choisi, Romain, que je connaissais pas. Alors, c'est le marathon des JO de Saint-Louis 1904. T'étais pas né à cette époque Non, non, je me souviens. Alors, c'est le marathon, donc, elle a été surnommée, après, vous allez voir pourquoi, la course la plus folle de l'histoire. Ok. Voilà. Alors, ce jour-là, donc, ça se passe à Saint-Louis, aux États-Unis. Il fait très chaud, il fait très humide. Voilà, des conditions parfaites pour un marathon, quoi. Alors, cette course, elle va être marquée par de nombreux événements et péripéties qu'on pourrait croire directement issus d'un film burlesque à la Chaplin ou à la Buster Keaton. Okay. Alors, déjà, au départ, on sent qu'on n'est pas dans le sérieux des jeux que l'on connaît. Il y a 32 athlètes aux habits totalement dépareillés, donc t'en as qui sont en short, de différentes longueurs, des pantalons, des chemises, des t-shirts, t'en as même un qui a un chapeau, enfin bon bref, c'est un peu le bordel, quoi, hein, Et parmi eux, donc, notamment, il y a un Cubain facteur, Félix Carvajal. Facteur, voilà, à la poste. Oui, d'accord, facteur, okay. voilà, qui est arrivé à la dernière minute, hein, un peu à la bourre, parce qu'il a été contraint de faire du stop, vu qu'il avait perdu tout l'argent qu'il avait récolté pour financer le voyage. Il l'avait perdu en faisant des jeux. Tu vois, il était de passage à Nouvelle-Orléans et il a perdu toute sa thune. Du coup, il a dû faire de l'autostop pour arriver à Saint-Louis. Alors Carvajal, il est marrant parce qu'il court avec des vêtements de ville. Il faut voir les photos, hein. Franchement c'est assez drôle. Il a un pantalon, une chemise et des chaussures à talonnettes, quoi, des chaussures de ville. Okay. Il prend le départ bien après le coup de pistolet, car en fait il était occupé à se faire couper les manches du pantalon par un lanceur de disques qui était bienveillant, quoi, tu vois. Il se dit non, là t'auras peut-être un peu chaud. Il lui a coupé son pantalon. Bon, voilà. Et pendant la course, alors la légende dit qu'il va avoir même une fringale et s'arrêter prendre des pommes dans un verger. Voilà. Les pommes étaient pourries et il se chope des crampes d'estomac. Du coup, il se dit bon, je vais m'arrêter un peu. Il va faire une petite sieste pour se reposer. Un peu, Alors, il va également prendre le temps de papoter, de déconner avec des spectateurs. Bon, voilà. Et malgré tout, il va finir la course à la 4e place. C'est pour dire en fait le reste, hein, tu vas voir. Oui, un bon niveau. Le premier arrivé, notamment de cette course, c'était un Américain, donc Frédéric Lortz.
Alors c'est un coureur un peu farceur, vous allez voir, parce que donc bon, il abandonne la course au bout de 14 km, il était cramé et il souffrait de crampes, mais son entraîneur le prend dans sa voiture, dans laquelle il fait une bonne partie du trajet restant. Voilà. Alors en plus, le gars, il prend du plaisir, c'est-à-dire que depuis la voiture, il salue les spectateurs et même les concurrents qui croisent. Normal. Plus loin, la voiture, elle tombe en panne, et il va finir en courant et plutôt bien reposé, donc voilà, il se dit, bon allez, c'est bon, je finis. Hein. Il arrive au stade et il y a un officiel qui a vu le subterfuge, qui dit, non, tu rentres pas et tout ça, mais il va réussir quand même à l'embrouiller en lui disant qu'il voulait juste rentrer en tant que disqualifié. Okay. Mais non, il entre dans le stade sous les applaudissements du public en courant, il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, et il s'autorise même un tour d'honneur, le gars, quoi, tu vois. Oh, il était frais, donc, il était frais, forcément. Ouais. D'accord. Donc après de longues minutes de confusion, il sera quand même évidemment disqualifié. Ah, ça va. Voilà. Le deuxième est du coup vainqueur, qui gagne, voilà, en 3h30. Thomas Hicks, c'était un coureur britannique, mais sous la bannière américaine. Ah, ok. C'est pas joli non plus. Hein. Donc il est cramé au bout de 16 km, lui aussi, et il supplie donc certains de venir l'aider pour lui donner de l'eau. Mais on lui refuse, parce qu'apparemment en 1904, c'était pas bon de s'hydrater pendant un marathon. Voilà. Plus tard dans la course, il va forcément frôler le malaise, mais ses assistants, ils lui interdisent de s'arrêter carrément, ou même de s'allonger. Ouais. Au lieu de ça, ils vont lui filer de la potion magique. Ils lui filent un mélange de strychnine, alors c'est de la morora. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay, oui, voilà, donc pas d'eau, pas d'eau, de la strychnine, du blanc d'œuf et du brandy quand même, tu vois. Voilà. La morning routine il l'asperge avec un seau d'eau chaude. Il faisait pas assez chaud. Oui, il faisait pas assez chaud. Donc il apprend la disqualification de notre américain farceur, et du coup ça le remotive un peu, et il arrive au stade, donc des supporters qui l'accueillaient et tout ça, il le porte et il l'amène jusqu'à la ligne en le tenant en l'air, et il remue les pieds en l'air, donc t'imagines la scène complètement burlesque, quoi, comme s'il courait toujours. Les juges, bon, ils décident que c'est acceptable, et il lui décerne la médaille d'or. Ah oui, c'est légendaire. Alors il est quand même transporté hors de la piste, parce qu'il a fait un gros malaise en arrivant, il est traité par plusieurs médecins. Peut-être la morora, mais je sais pas médecin. Voilà. Donc voilà, ils vont quand même le traiter en urgence pendant plus d'une heure, ça lui a probablement sauvé la vie. Quoi, voilà. Mais comme si ça suffisait pas, il y a eu d'autres péripéties dans ce marathon. Alors il y a eu un abandon au bout d'un demi-kilomètre à cause de vomissements. Bon, alors la cuite de la veille, hein, sûrement. Bon, après ça, des abandons à cause de vomissements, il y en a eu d'autres hein, dans le marathon. Mais bon, au bout d'un demi-kilomètre, quand même, c'est chaud. Très rapide. Quand j'aurais fait mieux. Il y a eu de nombreux abandons aussi à cause de la poussière qui a été soulevée notamment par les voitures et tout ça. Il y en a même l'un d'eux qui a eu une hémorragie digestive et qui a été retrouvé à l'agonie au bord de la route en train de cracher du sang, quoi. Hein, voilà. Autre péripétie, il y a eu un coureur sud-africain. Alors pour la petite histoire, c'est le premier athlète noir au JO. Ah oui, quand même. Alors en plus, il faisait partie des favoris, hein, et il a vu sa course nettement retardée parce qu'il a été agressé par un chien errant. Donc il a dû faire un gros détour pour échapper à ce chien, et il est arrivé finalement, je sais plus, de 8e ou 9e, quoi. Ouais. Donc au final de cette course, il y a 14 athlètes sur 32, dont un tricheur et un dopé, qui ont fini cette course, qui est devenue honteusement mythique, hein, finalement. Et bah, il manque presque la musique de Benny Hill, et on a notre comédie de l'année. Quoi. Oui, clairement, oui. À travers ces 4 histoires, nous avons pu voir à quel point la réalité des événements pouvait surpasser l'imagination des meilleurs scénaristes. Nous en avons listé d'autres dont nous vous reparlerons sûrement dans un prochain épisode, parce qu'il y en a quand même à l'appel aussi des événements sportifs qui pourraient être adaptés au cinéma. Et bah, d'ailleurs, on compte sur vous, sur les réseaux sociaux, pour nous en donner, n'hésitez pas. Ah, Kamel Mimouni fait rentrer le goal remplaçant Perrier. C'est fou. Excellent. Voici venir donc le moment du coup de cœur du Ciné Sporting Club, et c'est Fabien qui va vous raconter une histoire justement un peu folk, mais qui a été adaptée au cinéma. Ouais, alors ce que je vais recommander, c'est Moi, Tonya, de Craig Gillespie, de 2017. Alors c'est un film où on suit le destin pour le moins singulier de la patineuse artistique américaine Tonya Harding. Alors pourquoi elle, vous allez me dire, elle vient d'un milieu redneck américain pour le moins bas de plafond, et elle devient la première patineuse à passer le triple axel en compétition. Ah ouais. Alors cette histoire pourrait sembler être basée sur la lutte des classes entre elle et Nancy Kerrigan, sa rivale qui venait d'un milieu plus bourgeois. Voilà, c'est un classique hein, qu'on a vu dans les différents scénarios de sport. Mais comme Tonya et son mari vont décider de nuire, et alors c'est peu de le dire, à sa rivale avant les JO de 94, le film prend des airs de parrain à la sauce frère Cohen. Tu vois. Alors les scènes de patins sont vraiment réussies et dynamiques, avec une Margot Robbie toujours géniale, hein, je trouve, dans un rôle où c'est pas juste la jolie fille habituelle comme on a pu le voir avant. Une mention spéciale aussi au second rôle, qui sont d'une grande importance pour camper l'entourage plein de bassesse un peu de la patineuse.
La narration aussi, elle est très rythmée. On passe du tragique au comique, du passé sombre de Tonya Harding au présent avec une certaine fluidité. Bref, un très bon film qui a eu plusieurs nominations aux Oscars et au BAFTA. On peut juste un peu lui reprocher de prendre l'histoire trop à la légère, ce qui en aurait peut-être fait un véritable candidat à ses prix. Allison Janney, qui incarne la mère de Tonya, reçoit quand même le prix de meilleur second rôle aux Golden Globes. D'accord. Bon, alors donc moi, Tonya, allez, foncez. Ce 5e épisode du Ciné Sporting Club touche malheureusement à sa fin. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et donc on vous invite encore, comme d'habitude, à venir sur les réseaux sociaux, à partager, à mettre des bonnes notes. On vous remercie d'ailleurs pour ceux qui l'ont déjà fait, voilà, mais en tout cas, allez-y, continuez, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et donc je lance Fabien pour la question qui vous sera posée sur ces mêmes réseaux. Quels sont les événements sportifs qui pour vous ont dépassé la fiction ? Voilà, donc on se retrouve dans le prochain épisode du Ciné Sporting Club. Et qui de mieux que Fabien pour vous annoncer le prochain épisode. Alors, on va garder un petit peu de mystère, mais il va s'appeler Moteur. Ouais, mystère, bon, je pense savoir de quoi on va parler. On sait pas, il y aura peut-être des surprises. Ouais. Allez, en tout cas, merci beaucoup, et puis à la prochaine. À la prochaine, bye bye.